Hello, nous sommes le lundi 22 juillet et j'ouvre un nouveau vlog qui va commencer avec bien sûr mes lectures, mais aussi pas mal de réceptions que j'ai eues ce week-end. Alors, je viens de terminer, je vous avais laissé la dernière fois sur L'âme des mondes, le tome 1, l'originel du choix de Lynn Souris. Donc ça y est, je l'ai terminé, je trouve qu'il est très beau en plus, il est très beau. Un peu de vernis sélectif dessus, puis je trouve... La couverture est très représentative, je trouve, du monde fantastique dans lequel l'héroïne va se retrouver. On a l'impression d'un monde merveilleux, en fait, c'est ça, quoi. Voilà, au sens premier du terme, mais vraiment quelque chose de très beau. On va suivre Tilia qui a 16 ans. Et elle est au lycée, elle a une meilleure amie, elle est passionnée de dessin. Et un jour, bon, il y a des gens qui agissent dans l'ombre hein, sans qu'elle le sache, elle va voir apparaître son grand-père par le biais d'un de ses dessins. Et pour elle, c'est une surprise parce que son grand-père a disparu depuis 8 ans. Elle était très proche de lui. Et de fil en aiguille, elle va finir par découvrir certaines choses. Et elle va être projetée avec sa meilleure amie par inadvertance dans le monde de Jolus, donc le monde qu'on voit un petit peu ici, qui est un monde, alors pas un autre monde, mais un monde parallèle à la Terre, où en fait il y a une entité qui a protégé ce monde et qui a notamment pris des espèces qui sont disparues sur la planète Terre enfin sur notre terre à nous, pour les faire apparaître et les faire vivre dans le monde de Jolus. Et on a notamment, par exemple, ça c'est le truc qui m'a plus marqué, des dinosaures. Et les dinosaures ont évolué. Alors ils ont changé de couleur, mais ils ont surtout évolué en intelligence. Ils savent communiquer, ils savent voilà, faire plein de choses. Et c'est vraiment très bien. Alors c'est vrai que j'aurais presque envie de dire qu'un bon lecteur, parce que c'est young adulte, mais presque 12 ans. Mais bon, le problème, c'est que vous voyez, le livre est quand même assez gros et c'est écrit un petit peu petit quand même. Alors, moi, je connais en étant en bibliothèque, il y a des très bons lecteurs hein, qui sont capables de lire ça. Après, il y a un petit peu de noirceur quand même dedans au fur et à mesure du récit. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de créatures aussi. Bon, soit les enfants, des fois, retiennent mieux que nous, enfin les enfants, les préados, retiennent mieux que nous, donc c'est pas encore ça le problème. Mais voilà, j'avoue que je sais pas trop. Un bon lecteur ouais, pourrait peut-être le lire, si ce n'est qu'il y a quand même un peu de noirceur. Tilia va partir avec son amie Maddy et des personnages qu'elle va rencontrer au fur et à mesure de sa quête à la recherche de son grand-père. Et puis, bon, il y a des gens dans l'ombre qui agissent, qui veulent l'empêcher de retrouver son grand-père, qui lui mettent des bâtons dans les roues, on ne sait pas trop pourquoi. Elle va faire connaissance avec des gens, mais est-ce qu'elle peut leur faire confiance ou pas? Enfin, il va y avoir plein de découvertes, des rebondissements. Voilà, et puis bon, ça s'arrête un peu sur pas mal de questionnements sur les enjeux qui font que Tilia et Maddy sont dans ce monde. Il y a autre chose que voilà, la recherche de son grand-père. Donc une lecture sympa, assez young adulte quand même, mais très sympa et très fluide qui se lisait très bien. En même temps, je lisais, alors je ne me trompe pas, que je prenne bien le tome 1. J'ai commencé à lire en parallèle Le bâtard de Cossigan, le tome 1, L'ombre du pouvoir de Fabien Chirouti aux éditions Folio SF. C'est une relecture, je l'avais lu quasiment à sa sortie. J'avoue que j'en gardais pas trop de souvenirs. Déjà, je pensais que c'était de l'heroic fantasy. En fait, pas du tout. On est dans les années 1330. Donc, on est... Est-ce que la guerre de 100 ans a déjà commencé? Je ne sais plus. Parce que comme il y a eu des périodes de trêve dans la guerre de 100 ans, parfois voilà, le roi de France et le roi d'Angleterre ne se battaient pas. Et on va suivre celui qu'on surnomme le bâtard de Cossigan, Pierre Cordouin de Cossigan, qui est né d'un noble bourguignon et d'une simple fille de cuisine. Voilà, donc il n'est pas, même si sa mère l'aimait, voilà, son père l'a reconnu, mais il reste le bâtard. Mais la différence, c'est qu'on est... Alors, ça fait très historique, et en même temps, on est dans du fantastique, puisqu'il y a plein de créatures fantastiques. Il y a des elfes, il y a des orques, il y a des hommes lions. Enfin, il y a plusieurs créatures fantastiques comme ça. Il y a même des notes de bas de page pour dire, bah, c'est telle créature, voilà, elle ressemble à ça. Voilà, donc on est dans un mélange d'historique et de fantastique. J'aime beaucoup parce que moi j'aime bien lire des romans comme ça qui se passent dans une période historique assez marquée parce que ça permet d'apprendre des choses, de se rappeler des choses qu'on a vues à l'école et parfois d'avoir des petites anecdotes aussi. C'est vraiment super intéressant.
Là, il y a d'ailleurs, on voit le prince noir, hein, qui était le fils du roi d'Angleterre. C'est un personnage qui m'avait assez fasciné, le prince noir. Bon, il est mort, donc il n'a jamais régné, c'était son fils aîné. J'avais même vu son armure, parce qu'il avait une armure toute noire en Angleterre, et bah, ça fait marrant de le voir dans le livre. Et en même temps, on va suivre des courriers qu'un descendant de Pierre de Cossigan du XIVe siècle, donc son descendant, écrit des courriers à des amis et autres en 1899. Il est à la recherche d'un coffret, d'un héritage, donc l'héritage de Pierre de Cossigan. Et il finit par trouver ce coffret, mais il compare pas. Il trouve des choses dedans, mais il comprend pas trop pourquoi. Il est obligé aussi de un petit peu tricher, voler pour réussir à trouver le coffret. Lui-même est victime de vol. Voilà, donc c'est pas trop ce à quoi sert ce qu'il y a dans ce coffret. Et en même temps, on suit le bâtard de Cossigan, on le suit avec... c'est un mercenaire en fait, il a une troupe de mercenaires et voilà, il donne ses services aux plus offrants. C'est un homme qui est doué d'une force inhumaine. Et voilà, il a un aspect tout à fait humain, mais il est doté de capacités surhumaines. Il guérit beaucoup plus vite, il est beaucoup plus fort. Voilà. Il a besoin de moins de sommeil. Voilà. On ne sait pas trop comment il a ses capacités, d'ailleurs, parce que par exemple, ses parents n'étaient ni l'un ni l'autre, n'avaient pas de don ni l'un ni l'autre. Et voilà, il a une troupe de mercenaires. Et puis là, il se rend en fait à un tournoi organisé par la comtesse de Champagne. Alors, il y a plein d'enjeux politiques, hein, puisque à cette époque-là, le royaume de France n'était pas aussi... Enfin, c'est pas la France de maintenant, c'était assez petit. Le royaume de Champagne était important. Le royaume de Bourgogne, dont est issu notre personnage, le bâtard de Cossigan, était un royaume beaucoup plus important que le royaume de France. Il avait plus d'armées, de guerriers, de richesses. Bon, le duc de Bourgogne, plus ou moins, faisait allégeance au roi de France, mais bon, en gros, s'il avait voulu, je pense qu'il aurait pu balayer en 2 temps 3 mouvements le roi de France, en tout cas déclencher une guerre et être quasi sûr de la gagner. Voilà, donc on est un peu dans cette tension assez politique. Alors, il n'y a pas trop de politique, je vous rassure, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que moi, on a toujours parlé du duché de Bourgogne et ça avait été assez survolé en histoire, et c'est vrai qu'en voyant parfois des reportages, je me suis rendu compte que le duché de Bourgogne était très puissant, et plus puissant que le royaume de France en plus. Donc c'est vraiment super intéressant. Et lui, il participe à ce tournoi, et il a un but précis. Et on ne sait pas pourquoi exactement il fait tout ça, pourquoi il demande aux hommes et aux femmes de sa troupe de mercenaires de faire telle ou telle chose. C'est quelqu'un, alors qui est très fort physiquement, mais aussi très intelligent, et on se demande où ça va aller, ce qu'il veut faire exactement, ce qu'il recherche, est-ce qu'il est payé par quelqu'un ou est-ce qu'il fait ça pour lui? Voilà, c'est assez mystérieux, mais on voit petit à petit, voilà, c'est les différentes tactiques et stratagèmes qu'il met en place se développer, prendre forme et arriver plus ou moins à leur fin. Alors des fois c'est un peu compliqué, mais vraiment c'est vraiment prenant, c'est passionnant. Donc je pense qu'après, j'attaquerai, avec des services presse, j'attaquerai le tome 2, qui est Le Fou prend le roi. Et il y a le tome 3 que je n'ai pas réussi à trouver, je voulais le trouver d'occasion, mais je n'ai pas trouvé, c'est Le Marteau de la Sorcière, mais au pire, je l'achèterai en poche, folio SF, c'est pas trop cher, donc ça va. Je vais commencer aussi ce soir, comme il y a une LC d'organiser, en même temps que je lis le bâtard de Cossigan, je vais commencer cette LC. J'avais reçu en service presse le prochain roman de Bleuhen Guillou qui sort au mois d'août. Donc là, c'est Conjuration, tome 1, Otage de l'Empire, aux éditions Nemo, dans leur collection Naos, qui est plus young adulte, où on va suivre une jeune femme dans un monde romain. Alors, je ne sais pas si c'est une fantaisie ou on va vraiment être dans la Rome antique. En tout cas, ce sera d'inspiration et des références à la Rome antique. Et Livia voudrait grimper les échelons, voudrait avoir le pouvoir, mais elle est un peu gênée dans son ascension par Agrippine, qui est l'héritière du trône. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des impératrices qui s'appelaient Agrippine dans l'Empire romain, donc je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être historique ou pas. Bleu Nguyen, j'avais déjà lu le tome 2 du Tribut des dieux. Oui, je sais, j'ai pas lu le tome 1, mais c'était pas gênant, on pouvait lire le 2 sans avoir lu le 1. J'avais beaucoup aimé, donc j'étais très contente quand ils m'ont envoyé le service presse. Et puis, j'ai vu hier soir, en rentrant chez des amis et chez mes parents, qu'ils organisaient une LC. C'est la maison d'édition qui organise la LC.
Donc, j'ai dit, ah bah chouette, allez, on y va. Et puis souvent, les LC, ça va, il y a un découpage. Donc, souvent, il y a entre 50 et 80 pages à lire par jour. Je sais, bon, sauf problème, mais sinon, je sais que je peux y arriver. Donc, du coup, ça va être mes 2 lectures des prochains jours. Ensuite, j'ai reçu aussi en service presse, là, c'est l'auteur qui m'a contacté directement, Scène criminelle de Pascal Marmé aux éditions M+. Enfin, c'est le 3e volet des enquêtes le commandant François Chanel. J'avais déjà lu les 2 premiers que j'avais beaucoup aimés, donc bah, je dis oui. Je dis super, il y a le marque-page et puis aussi une dédicace. Donc, je pense que ça va se lire assez facilement. Il n'est pas très gros, il est bien aéré. Donc, ça fait partie de mes services presse à lire. Puis, c'est vrai que j'aimerais bien finir mes services presse avant de partir en vacances pour pas les traîner partout. Enfin, je pense que je vais prendre des livres papier parce que j'aime bien ma liseuse, mais je préfère le livre papier. Je sais pas, je vais voir. Et puis, j'ai reçu, là, vous allez dire, mais... oui, vous n'êtes peut-être pas ce genre de littérature. Sauf j'en ai lu un il n'y a pas très longtemps dans de l'horrifique, mais c'est vrai que oui, sur le compte, ouais, il y a longtemps que j'en ai pas lu ou j'en lisais par-ci par-là, mais pas énormément. Et là, c'est vrai que j'y retourne un petit peu à l'horreur. Et c'est vrai que le dernier que j'ai lu, Daemonium Circus, j'avais vraiment adoré. Et là, en fait, c'est une autrice que j'avais déjà repérée, Violaine de Charnage. Alors en fait, j'avais repéré sans l'avoir repérée, puisqu'elle a écrit plusieurs recueils qui s'appellent, alors je dis pas de bêtises, la villénologie. J'ai une amie qui avait acheté le premier, au moins le premier, je sais pas si elle avait acheté les 2 autres, mais j'avais pas retenu le nom de l'autrice. Et puis c'est en allant sur le compte aussi de Céline Lecture sur Bookstagram, où elle aime beaucoup aussi ce que fait Violaine de Charnage. Et l'autrice m'a contactée en me proposant son dernier roman. Alors là, j'ai dit oui, tout de suite. Alors, on est dans de l'horreur, mais apparemment, elle fait, ce qu'elle a expliqué, elle fait soit de l'horreur et assez gore, soit du gore avec du trash, et tout en y mettant de l'humour, avec des scènes aussi de smut assez... mais voilà, mais en y mettant de l'humour et un côté gore. Alors, j'ai pas vous faire languir plus longtemps, c'est Slasher Island, donc de Violaine de Charnage. Oh, j'adore la couverture. Il faut savoir que moi, quand j'ai vu Les Dents de la Mer, ce film m'a traumatisée. À chaque fois, mais même encore maintenant, je mets les pieds dans une mer ou un océan, je ne peux pas m'empêcher de penser aux Dents de la Mer. Bon, habitant le nord de la France, il y a peu de chances quand même qu'il y ait un requin qui aille se balader dans les eaux froides du nord. Puis on n'y va pas très souvent parce qu'il fait pas très chaud quand même. Mais même dans le sud, avant avec mes parents, on allait souvent dans le sud de la France et bon, il faisait quand même pas assez chaud. Et bon, personne n'avait jamais recensé de requins dans la Méditerranée, enfin du moins sur la côte. Mais je pouvais pas m'en empêcher. Quand j'arrivais à un moment où j'arrivais un peu plus loin dans la mer, où j'avais plus pied, je me dis, ah, ça se trouve, il y a un requin qui est en dessous. Puis je dis, mais arrête tes conneries. Je veux dire, ce film avait fait un effet terrible. Là, ça me rappelle vraiment ça, mais je pense qu'il y a un côté, voilà, slasher movie, un petit côté aussi bande de potes qui vont pour s'amuser. Et puis en fait, voilà, ça, une île paradisiaque, des beaux gosses, un concours de beauté, des cadavres dans les placards, l'heure de la vengeance a sonné. Donc je pense que voilà, on va se retrouver dans un truc assez marrant, mais gore en même temps. Et ça va me rappeler ma jeunesse en même temps. Ça va me rappeler ma jeunesse. C'est ça qui m'a fait plaisir aussi parce que, bon, peut-être que je n'aimerais pas, j'en sais rien. Mais franchement, j'ai hâte de le lire. Je me dis que je vais me régaler. Franchement, là, je me dis, je vais vraiment me faire plaisir avec ce roman. C'est aux éditions Venin d'encre, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, c'est là. Et le format, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le format est un peu spécial. Il est un petit peu plus haut qu'un poche, je pense. Je vais essayer de pas viander le pied. Ah non, ça fait... Ouais, il est un petit peu plus haut et un petit peu moins large. Et il est assez court, en fait. Et c'est marrant, ce format. Mais voilà, on a l'impression d'être un peu... de retourner un peu... j'ai l'impression de retourner un peu dans ma jeunesse avec ça. Du coup, c'est marqué un thriller horrifique pour public très averti. Collection Le Diable au gore. Hein. Donc voilà, à pas mettre entre toutes les mains. Alors j'ai vu en même temps les marque-pages. J'en ai vu plusieurs. Là, c'est un recueil de nouvelles. Celui-là, je n'avais pas vu passer par contre. Halloween. Pas mal du tout. Celui-là, voilà, un peu le genre. Mais ça me tente à mort. Un petit mot de l'autrice. Une petite dédicace à l'intérieur aussi. Et puis voilà. Il y a celui-là, je crois, de Céline Lecture. On avait parlé, Les entrailles de l'horreur.
celui-ci dont elle avait parlé, puis derrière, il y a voilà, tous ces autres romans. Donc j'avoue que j'ai hâte, dès que j'aurai fini, je pense, la lecture commune, je vais voir aussi pour mes lectures du Bâtard de Kossighan, mais je pense qu'il va pas faire long feu non plus celui-ci. Bon, si je vous remonte 2 fois les mêmes livres, on va pas y arriver. Et puis, je cherchais désespérément ce livre. Je suis allée 2 fois chez Cultura, je ne l'ai jamais trouvé. J'ai ma filleule, c'était son anniversaire il y a déjà 2-3 mois, mais on n'avait pas eu le temps de se voir. Et puis à chaque fois, il se passait des trucs et avec les amis, on n'arrivait pas à se caler une date. Et là, du coup, j'avais demandé à sa maman ce qu'elle voulait pour son anniversaire. Hein, elle a fêté ses 8 ans. Et là, elle est fan de Boule et Bill. Et comme je devais me rendre en librairie pour le boulot, en travaillant en médiathèque, voilà, pour une fois que j'ai quelqu'un qui peut m'aider à la médiathèque, je dis je vais en profiter pour aller sur place. Alors la librairie, c'est vrai qu'elle est assez petite. Et puis je me suis dit, autant qu'à faire, faisons vivre une petite librairie. Et en fait, j'ai rien trouvé de ce qui m'intéressait. J'ai pas trouvé un seul Boule et Bill. J'ai pas trouvé moi le roman que je voulais. Et c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que ça râle beaucoup sur les grandes enseignes. Même chez Cultura, vous voyez, je ne l'ai pas trouvé alors que le livre était sorti quelques jours avant. Bon, après, c'est de l'héroïque fantasy, la SFFF adulte, c'est pas ce qui se vend le plus non plus. Bon, c'est vrai qu'en discutant avec, la stagiaire qui, elle, faisait des études pour travailler dans le monde de l'édition, c'est vrai que c'est pas ce qui vend le plus, sauf peut-être quand vous allez dans la young adulte. Et là, il y avait young adulte, mais il n'y avait pas beaucoup, dans cette librairie, il n'y avait pas vraiment beaucoup de SFFF adulte. Il y avait du policier, de la littérature blanche, mais voilà, pas beaucoup de SFFF. Et par contre, il n'y avait aucun Boule et Bill non plus. Donc, du coup, je suis passée par la Fnac, quoi. C'est bête, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et alors, je sais pas si cette histoire de 3 euros, si vous n'arrivez pas à 35 euros, vous êtes obligé de payer 3 euros parce que du coup, personne n'a envie de mettre 3 euros dans des frais d'expédition. Donc, évidemment, on s'arrange tous pour passer à 35 euros. Je sais pas si ça aide vraiment les librairies, si les librairies ont vu leur vente augmenter avec ce nouveau système. Je sais pas trop. Donc du coup, avec les Boule et Bill, je me suis pris, voilà, celui que je cherchais depuis un moment, le livre qui refusait de brûler. Bon, je chronique des livres et je suis bibliothécaire, je ne pouvais pas passer à côté. Marc Laurence, il a écrit une ou deux autres trilogies. Enfin, il y en a une autre qui est en train de sortir en poche en ce moment. Il y a plutôt des bons retours sur son autre trilogie. Bon, celle-là, je ne sais pas trop. Et là, c'était vendu directement par Brajolon en version brochée, Jaspage, il n'y avait pas... en version reliée, pardon. Jaspé et pas en broché. Peut-être qu'ils vont attendre quelques mois pour le sortir en broché, mais pour l'instant, il est comme ça. Et il est juste magnifique. J'adore. Il est super beau, on voit une bibliothèque. Vous avez le signé. Après, l'intérieur, bon, il est tout simple. Hein, c'est pas une jaquette. Hein. Mais il me tentait, et puis cette histoire de livre aussi, ça me tentait beaucoup. Voilà. On a Évar qui a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Livira vivait aux confins de la civilisation où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, cœur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés. Leurs histoires s'entrelacent alors à travers les univers et le temps. Faites de vérité et de mensonges, elles se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler, ni les cités de brûler. Voilà. Il y a même Robin Hobb qui dit je regarde Marc Laurence danser sur une corde raide sans filet, alors même que je crie tu ne peux pas faire ça, elle répond tourne la page. Bon, après, je sais pas si c'est sur ce livre-là qu'elle a dit ça, mais voilà, regardez ce jaspage là, avec le petit oiseau au-dessus. Je pouvais pas passer à côté, c'était pas possible. C'était pas possible. Je l'ai vu sur Vinted, mais quand vous faisiez le calcul avec les frais de port et tout, c'était pas intéressant de le prendre. Donc voilà, j'aimerais bien j'ai quelques collectors, mais j'aimerais bien les lire, mais clairement, je vais pas les prendre en vacances, hein, j'ai pas envie de les abîmer. Et puis, j'ai fait un gros craquage aussi, j'ai pas pu résister. C'était dans le panier, j'ai pas résisté. Et là, pour arriver aux 35 euros, donc je vais vous montrer celui que j'ai pris pour arriver aux 35 euros. C'est La Maison aux 36 clés de Nadine de Bertoli. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors, je pense qu'à la base, c'est Hachette, mais à la base, c'est ce que c'est sorti chez Hachette même. Alors, c'est rigolo hein, parce que on m'a acheté le même livre pour une copine de mes enfants pour son anniversaire.
Mais moi, je m'en fous, j'aime bien la littérature jeunesse. Donc, c'est un tome 1 aussi. Hein, là aussi, c'est un tome 1. C'est vrai que j'ai pas assez de sagas en cours. Donc, je me suis dit, allez, soyons fous. Et là, on va suivre Dimitri et Tessa qui partent en vacances avec leur mère dans la maison d'un grand-oncle décédé. À peine arrivés, ils se retrouvent face à des portes fermées, un énorme trousseau de clés et autant de mystères à résoudre. Tandis que leur mère se plonge dans des rangements interminables, ils décident de percer le secret de ce vieux manoir qui dévoilera peu à peu un mystère longtemps caché. Voilà, il était en poche, donc c'était intéressant. Il y a même... c'est sympa, il y a même les autres livres. Je crois que celui-ci, je dois l'avoir aussi. Je suis attirée aussi par la jeunesse et je me dis, mes enfants pourront le... Ouais, c'est super sympa. Pourront le lire plus tard. Bon, ça va se lire très vite, ça, mais... Si j'arrive un jour, j'aimerais bien faire un jour un vlog 7 jours, 7 livres, mais entre les services presse, je pourrais pas, ou je pourrais mettre que des graphiques, donc mon but serait aussi de mettre des livres. Il faudrait que je mette des livres assez courts comme ça, mais ce serait sympa. Si un jour je peux le faire, si j'ai possibilité de le faire, j'aimerais bien aussi. C'est un concept que je vois beaucoup sur Booktube et je trouve ça vraiment très sympa. C'est pas mal illustré quand même. Donc, édition, attendez, au début c'est marqué édition Magnard, je crois. Oh. De la même autrice, Le village aux 13 secrets. Donc ça, c'est le tome 1, donc je suppose qu'il va y avoir... Ouais, c'est sorti en 2020 aux éditions Magnard. Bon, bref. Là, c'est au livre de poche. Et en fait, ce que j'avais visé au départ, que je ne trouvais pas non plus en librairie, j'ai craqué. C'est pour le collector du tome 5 de Seule la mort attend la vilaine, qui est tout simplement magnifique. Je regrette pas. Et en plus, j'ai eu les boules parce que j'avais un mail me disant votre colissimo arrive. Ouais, ok. Après, c'est bah, votre colissimo. En fait, il n'y avait que celui-ci dedans. Bon, bah, j'ai dit ok. J'espère qu'ils n'ont pas de problème de réassort, qu'ils en ont encore. Après, j'avais un message disant si c'est bon, il arrive. Après, j'ai encore eu un autre message me disant ils se sont plantés apparemment avec le transporteur, donc je n'allais pas les recevoir. À la base, je devais les recevoir aujourd'hui. Et en fait, je les ai reçus. Après, j'ai eu un message disant non, c'est bon, mais je pensais les avoir que lundi ou voire même plus tard. Et en fait, j'avais ça samedi qui m'attendait aussi. Bah, en rentrant, on était partis chez mes parents et en rentrant qui m'attendait. Il est vraiment trop trop beau. C'est un webtoon hein, qui passait sur Dailytoon, qui doit toujours passer sur Dailytoon. Donc c'est de Suol et c'est d'après un roman de Guan Guillaume. Je suis désolée pour la prononciation qui doit être pourrie à souhait. Voilà, c'est trop beau. En fait, on va suivre une jeune femme qui vit à notre époque. Il y a souvent, on appelle ça des isekai, isekai si je ne dis pas de bêtises, où elles se retrouvent réincarnées soit dans leur passé, soit dans un autre corps, dans un autre monde, dans un jeu vidéo, dans un roman. Voilà, il y a plusieurs, mais à chaque fois, il y a cette idée d'être transportée ailleurs ou dans le passé ou dans un autre monde. Et là, c'est voilà, notre jeune héroïne, elle va se retrouver transportée dans un jeu auquel elle jouait. Et notre héroïne, donc elle va se réincarner dans cette jeune femme. Malheureusement, celle-ci, c'est la méchante du jeu vidéo. Donc elle est un peu mal barrée, quoi. Elle se retrouve dans le corps de cette fille et ça se joue à coups de points à avoir. Donc elle essaie effectivement de gagner des points pour remonter tout ça. Donc ça va être tout le jeu. Et j'adore les couleurs violettes et roses. J'ai mon côté midinette qui ressort moi, avec ces webtoons. Voilà, vous avez la boîte comme ça. Je l'ai laissé dans la présentation comme ça. J'essaie de rien viander du tout. En fait, il y a de quoi faire des seaux. Vous avez de la cire et puis un seau qui est ici. Je vous jure, le truc, je le manipule avec, avec des pinces. Bon, après, le webtoon, c'est le même que les autres. Hein. Il n'y a pas de différence. J'adore les dessins. J'adore les façons, le style de dessin, manga, manhwa, j'adore. J'adore et voilà. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour les yeux. Et j'aime bien cette histoire de réincarnation. J'adore ça. J'avais lu les premiers chapitres sur Dailytoon, ça me tentait vraiment. C'est chez Cotoon, hein, sinon maintenant pour l'édition papier. Et voilà, et souvent ça va vers autre chose de plus profond. Là, je vois déjà la couverture, elle est plus sombre que les premiers. Et c'est trop beau. Bah, vous avez en fait, on a sur la boîte tout ce qu'il y a dedans. Il y a même des gens qui revendent les marque-pages sur Vinted. Alors moi, les marque-pages, par exemple, j'en ai eu chez Cultura. Il est donné pour les prendre gratuitement. Il faut pas en prendre 50. Mais... Donc là, on a la façon d'utiliser le seau et
et le cachet de... Enfin, le cachet de... La cire, je vais y arriver. Et puis, j'ai même pas enlevé la maniaque. Bon, je vais quand même l'enlever pour vous le montrer, mais je sais même pas, je crois que je vais même pas m'en servir parce que je veux, je veux que ça reste intact. À mon avis, ça va me servir pour faire des photos. Vous voyez, ça va être ça pour Bookstagram. Donc, vous avez un set de correspondance. J'avais ça quand j'étais jeune, set de correspondance. Avec un super papier à lettres comme ça. C'est super beau. J'adore. J'adore. C'est... mais clairement, je pense que je vais pas m'en servir. C'est trop beau. C'est pareil, les stickers. Bon, après, à mon âge, je ne vois pas foutre des stickers sur mon agenda de travail, peut-être, je ne sais pas. Mais de magnifiques stickers aussi, comme ça, avec les différents personnages. Ouais, c'est beau. Oui, je retombe un peu en adolescence, là, c'est clair, mais c'est pas grave. Puis alors, voilà, vous avez ce magnifique petit carnet. Mais clairement, je ne vais pas écrire dedans. C'est marqué derrière, soit de la mort attend la vilaine. Donc, il est comme ça à l'intérieur. Il n'est pas très gros, hein, mais franchement, j'ai pas envie d'écrire dedans, moi. J'en ai plusieurs, hein, des carnets comme ça que j'ai eu par des auteurs et tout, avec un peu dessiné, un peu. Bah, vous n'avez pas envie d'écrire dedans, en fait. Et puis voilà, après, ça se présente comme ça. Hop, le fond de la boîte. Et il faut retirer. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts. On peut retirer, bon, vous avez le fond de la boîte, pour avoir le seau. Et je vais essayer de vous montrer le seau quand même. Si je le casse, je pète un câble en direct. Alors, on retrouve ces motifs d'une rose, en fait, tout simplement. Et puis avec le bâton de cire qui sera donc rouge. Donc voilà, un superbe coffret. J'adore. Je suis tombée amoureuse. Et ils font ça, ils ont fait ça pour les carnets de l'apothicaire aussi. Ils les ont fait aussi ils ont fait le tome 13 en collector. Alors là, il y avait des trucs où vous aviez une petite trousse, des crayons. Bon, c'était peut-être un peu plus enfantin, là. Pourtant, le récit, il n'est pas super enfantin, mais c'était... Ouais, il était beau aussi, hein, mais bon, j'ai pas craqué. Mais là, franchement, j'avais trop envie. J'avais moins envie, puis je l'ai vu passer sur Booktube, donc ça n'a rien arrangé. Ça rien, c'est les enveloppes qui sont tombées. Mais il n'y a rien de cassé, tout va bien. Tout va bien. Ouais, j'adore, c'est trop beau, c'est trop beau, trop beau, trop beau. Une vraie gosse, je vous dis, une vraie gosse. Et voilà, donc très contente. Je ne sais pas comment je vais le ranger encore celui-là. Je ne sais pas comment je vais le mettre, je sais pas comment je vais l'installer. Parce que j'ai pas vraiment de place sur mes étagères. J'aimerais bien me mettre comme ça, en fait, le poser à plat enfin debout à la verticale sur une étagère, mais on verra bien. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici. Je vais encore faire des trucs qui vont durer, des vlogs qui vont durer ultra longtemps. Mais bon, je tenais à vous montrer quand même un petit peu tout ça. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et puis dès que j'ai avancé dans mes lectures, eh bien, je vous reprends. À très bientôt. Hello, nous sommes le mercredi 24 juillet. Je vous retrouve pour continuer ce vlog lecture. Alors, au niveau de mes lectures, j'ai fini le tome 1 du Bâtard de Kossighan de Fabien Cherouti. Alors, le tome 1, c'est L'ombre du pouvoir. Là, c'est aux éditions Folio SF. J'aime beaucoup leur couverture Folio SF. Elles sont très belles. On suit donc un homme, Pierre Cordouin, je ne sais pas trop comment on prononce, de Kossighan, qui est un bâtard d'un grand nom de Bourgogne. Alors, à savoir qu'on est au XIVe siècle, donc on est en plein dans la guerre de 100 ans. Mais bon, c'est vrai que pendant la guerre de 100 ans, il y a eu aussi des périodes de trêve entre l'Angleterre et la France. Et le bâtard de Kossighan, bon, il n'a pas été très aimé par sa famille, voilà, c'est qu'un bâtard. Et en fait, il a une troupe de mercenaires et il offre ses services aux plus offrants. Donc, voilà, a priori, c'est pas forcément un personnage sympathique puisqu'il complote, voilà, il fomente des sales coups, il vend ses services aux plus offrants. Mais en fait, on adore ce personnage parce qu'il est hyper charismatique. Il y a toujours un second degré, je trouve, dans sa façon de parler, dans sa façon de vivre les événements. Il a toujours une touche d'humour, même à des moments où on se dit, mais il va pas s'en sortir, là, c'est pas possible. Il se met toujours dans des situations assez compliquées. Mais souvent, il a un, voire deux coups d'avance sur ses adversaires. Et je me suis dit, ouais, il complote sur certaines choses, mais je suis sûre qu'à la fin, on va avoir des surprises par rapport à tout ce qui a été mis en place. Et effectivement, et il faut savoir que ce monde, alors, on est voilà, dans les années 1330, mais
pas vraiment dans la France qu'on connaît, puisqu'il y a énormément de créatures fantastiques. Vous avez des elfes, vous avez des orques, vous avez des gens du petit peuple des fées, du petit peuple tout court. Vous avez, on a un chevalier qui est à moitié lion, à moitié humain. Voilà, c'est plein de créatures comme ça, mais qui ont été poursuivis par l'Inquisition notamment, et qui n'ont plus beaucoup de pouvoir. Leur pouvoir s'amenuise de plus en plus, et voilà, ils ont perdu la bataille. Ils avaient un grand prince elfe qui est mort, donc c'est très compliqué pour eux. Et on va suivre notamment la comtesse de Champagne, qui pour le coup est elfe. Elle s'est mariée avec un humain, mais c'est une elfe. Voilà, elle va jouer un rôle important. Il y a pas mal de tournois au début du roman. C'est assez bourré de testostérone hein, quand même, hein, mais c'est vraiment prenant. Et oui, le personnage du bâtard de Kosigan est vraiment charismatique. Ceux qui l'entourent aussi, on sent qu'ils lui sont fidèles pour plusieurs raisons. Je pense qu'il aura tous rendu des services, notamment à une jeune femme. Alors, je n'ai pas voulu donner son nom en entier parce que c'est très difficile à retenir, mais son surnom c'est Dune, Dun, je ne sais pas comment on prononce. Cette jeune femme, elle fait partie d'une espèce, je ne sais plus comment on les appelle. En fait, c'est une espèce pareille de créatures fantastiques qui sont capables de se transformer comme ils veulent, prendre l'apparence de qui ils veulent. Ça leur a causé beaucoup de problèmes puisqu'il y a des siècles auparavant, plusieurs gens de cette espèce ont pris l'apparence d'humains qui étaient au pouvoir, que ce soit dans la noblesse ou dans le clergé, notamment l'apparence du pape. Quand ça s'est su, évidemment, ça a été, ils se sont fait voilà, tuer. Mais du coup, il y a eu une véritable mise en place d'une chasse à ces créatures, envers ces créatures fantastiques, puisqu'elles étaient considérées comme très 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 dangereuses. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont comploté, c'était pas, voilà, pas très top, mais ça a eu des conséquences terribles sur leur espèce, puisqu'ils sont quasiment tous décimés. Cette jeune fille a beaucoup souffert aussi, voilà, et je pense qu'on va voir un peu plus son personnage dans les prochains tomes, parce que là, on la voit à peine. Enfin, si on la voit, mais j'aimerais que ce soit plus approfondi. Je pense qu'on verra un peu plus tard. Évidemment, la fin était assez surprenante. Et puis, entre deux, on a des correspondances du dernier descendant de Pierre de Kosigan, alors ça se passe en 1899. Il écrit des lettres à des amis, à des professeurs, à des spécialistes, puisque lui-même a grandi dans un orphelinat. Et en fait, il est à la recherche de son passé et à la recherche effectivement de ce fameux ancêtre qui était le bâtard de Kosigan. Donc il part à la recherche d'objets qu'il aurait laissés derrière lui, il tombe sur un coffre assez mystérieux. Il va tomber voilà, sur plein de choses mystérieuses, et tout en lisant, alors je ne vais pas vous dire pourquoi, mais tout en lisant son courrier, il y a un truc, je me disais, c'est bizarre quand même, il y a quelque chose qui me perturbait. Et effectivement, à un moment, oui, j'avais bien vu le truc. C'était normal que j'ai été perturbée à la lecture de ces lettres. Du coup, c'est très, très, très mystérieux, quoi. Voilà, on suit ce bâtard de Kosigan, et en même temps, on suit le dernier de ses descendants, et voilà, les découvertes qu'il fait et la vie qu'il mène. Il y a des trucs vraiment très étranges. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, je pensais qu'il y avait parce que c'est une relecture. Je les ai lus, mais il y a longtemps, donc je me souviens. Il y a plein de trucs que j'avais oubliés. Et je pense que quand je l'ai lu, j'avais pas assez l'habitude de lire de l'héroïque. Enfin, c'est pas de l'héroïque fantasy, mais de la fantasy adulte comme ça. Je pense que c'était la fantasy historique. Ici, je pense que j'avais pas assez l'habitude. Donc, très contente de recommencer cette lecture. Et puis là, du coup, j'ai entamé le tome 2. Le fou prend le roi, qui commence assez fort aussi, où notre cher Pierre de Kosigan est déjà d'une position un peu délicate. Il sauve une princesse, mais bon, ça a l'air assez compliqué. J'ai commencé en LC Conjuration de Loenguiou, le tome 1, c'est Otage de l'Empire, aux éditions Naos. Ce sont les éditions Naos qui sont une branche des éditions Nemos, qui ont organisé une lecture commune. Je vous en avais parlé, mais je vous avais pas relu le résumé, parce que je me demandais... Alors voilà, c'est dans des influences, on le voit de toute façon, influences romaines. Mais je ne savais pas si c'était voilà, un monde de fantasy ou pas. J'aurais dû relire le résumé parce que c'est noté derrière. On est bien dans un monde imaginé, mais avec de fortes références romaines. Le prologue commence très fort puisque Livia, l'héroïne de ce roman, voit sa famille se faire arrêter, tuer, enfin le royaume de ses parents être conquis par
Un empereur qui, alors je sais pas, il y a le nom Caesar dedans, voilà. Il y a vraiment des grosses références à la Rome antique, mais l'autrice a fait un master en histoire romaine, hein, donc c'est pour ça aussi, et du coup elle connaît bien son sujet. Et voilà, même dans la façon de vivre et tout, on voit bien que c'est voilà, c'est très romain. Livia est emmenée comme otage. Et en fait, on va la retrouver des années plus tard où c'est une jeune femme et elle s'apprête à épouser le fils de l'empereur. Donc plutôt une sacrée montée des échelons, elle qui n'était qu'une simple otage. Alors son futur époux n'est pas appelé à devenir empereur puisque dans ce monde-ci, c'est le premier-né qui succédera à l'empereur. Là, en l'occurrence, le premier-né est une fille, ça pose pas de problème, ce qui n'était pas le cas dans la Rome antique. Donc ce sera Agrippine, c'est Agrippine qui sera la prochaine impératrice. Là, je vous spoil rien, hein, c'est marqué sur le résumé. L'empereur vient à décéder, donc c'est Agrippine qui doit monter sur le trône, mais Agrippine et Livia ne peuvent pas se voir. Enfin, Agrippine en a fait voir de toutes les couleurs à Livia quand elle est arrivée en tant qu'otage. Au début, je me suis dit, elles vont pas être sympathiques ni l'une ni l'autre parce qu'elles veulent le pouvoir, mais on comprend Livia, quoi. On comprend effectivement avec tout ce qu'elle a vécu, pourquoi elle fait tout ça. Puis elle est très sympathique parce qu'elle s'occupe aussi des, des jeunes, souvent c'est des préados ou ados qui sont eux-mêmes otages, puisqu'il y a vraiment une volonté expansionniste de la part de l'empereur et voilà, de s'emparer de plein de royaumes. Donc elle s'occupe beaucoup des autres otages plus jeunes qu'elle. Alors il y a des choses qui me paraissaient un peu étranges parce que elle a une liaison avec comment, le chef c'est de la garde impériale, enfin de la garde impériale qui s'occupe de la protection de son fiancé. Alors ce soldat s'appelle Cassius et son fiancé, le prince, s'appelle Caius. On ne faut pas mélanger les deux noms. Et je me dis, tiens, c'est un peu étrange quand même, elle a une liaison et en même temps elle doit épouser le prince, mais on comprend en fait que c'est voilà, c'est un arrangement en fait entre Livia et Caius, le prince impérial. Et c'est prenant, dès les premières pages, c'est très prenant, ça se lit tout seul. Alors moi, je respecte le rythme de lecture commune parce que je voulais lire Le Bâtard de Kosygin en même temps. Mais c'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin, plus vite. Voilà, c'est bien fait. Puis là, c'est vrai que du fait que l'empereur meurt, on se dit, bah, la pauvre Livia, elle va se retrouver aux prises avec Agrippine, qui est vraiment détestable. Mais je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des plot twists, des rebondissements, voilà, des situations auxquelles on ne s'attendait pas. Voilà, je m'attends à des trucs quand même très surprenants. En plus, l'autrice, elle dit qu'elle n'hésitait pas à tuer les personnages. Gloops. Voilà, je ne sais pas si vous voyez sur la couverture, elle tient une fiole de poison. Voilà, ça fait très romain aussi, ça on empoisonne. Elle est assez diabolique, hein, Livia, malgré tout. Mais on comprend aussi pourquoi elle agit comme ça. Bon, je vous en reparlerai puisque c'est une lecture commune que je lis. Bon, je vous lis à peu près, je sais pas, 70 ou 80 pages par jour. Là, j'ai reçu une commande Momox par le biais de Rakuten. J'ai pris L'Enterrement des étoiles, il me faisait envie depuis très très longtemps. Alors c'est de Christophe Guillemin chez Folio Fantasy, toujours de belles couvertures je trouve, Folio Fantasy. Et là on est dans un monde où un roi a trahi son dieu il y a 300 ans et il a détruit les portes qui reliaient son pays au paradis. De fait, les étoiles se sont éteintes, les terres pourrissent, les enfants s'affaiblissent de plus en plus, il y a des malédictions, il y a des monstres, enfin bref, c'est le gros beans. Et puis il y a une troupe de cirque qui vient s'installer dans la capitale, alors qui est composée de fuyards, de gamins maudits ou de bêtes de foire. Donc j'avoue que ça me tentait fortement, j'en avais entendu parler sur Booktube. Et apparemment, cette compagnie a un rôle très important à jouer pour sauver ce monde. Je trouve la couverture, elle est belle. On voit le château, puis là, ils sont en train de jouer sur scène. En fait, c'est magnifique, je trouve. Le grand format était beau aussi. Je crois que c'était chez qui? C'était chez Nemos aussi? Oui, c'était chez Nemos aussi, le grand format. Ensuite, celui-ci, je l'avais repéré. Alors, je ne sais jamais si c'est de Saxus ou Sabran. C'est Un passé englouti de Avared. Je sais pas, j'ai trouvé en bon état. Je suis vraiment contente. Là, on va suivre Éphécère, qui a toujours cru aux légendes du petit peuple. Hantée depuis son enfance par des visions du roi des fées, elle ne trouve de réconfort que dans les pages d'Angarad, l'épopée d'Emrys Myrdin.
son auteur préféré. Le livre en lambeaux est tout ce qui lui permet de survivre à ses études d'architecture. Aussi, lorsqu'elle remporte un concours pour restaurer le manoir du défunt Myrdine, elle est persuadée que c'est un signe du destin. Domaine décrépit sur le point de s'effondrer dans une mer affamée, le manoir d'Iraët est un lieu perché à la frontière entre les mondes, peuplé d'êtres mystérieux. Parmi eux se trouve Preston Elloury, un jeune étudiant en littérature bien déterminé à prouver que Myrdine est un imposteur. Ça me tentait fortement parce qu'il y a ce côté, effectivement, la couverture est super. Alors, je ne l'ai pas pris en collector, hein, je l'ai pris en brochet. Comme ça, je ne l'ai pas trouvé trop cher non plus, d'occasion. Et voilà, il y avait ce côté, effectivement, féerique, référence au petit peuple, une porte qui s'ouvrirait entre les deux mondes. Et puis, savoir aussi que Myrdine, c'est le nom gallois de Merlin l'Enchanteur. Donc, je pense que c'est pas fait exprès. Voilà. Emrys, d'ailleurs, ça me dit quelque chose aussi, mais je n'arrive pas à le resituer. Mais Myrdine, en tout cas, c'est le nom gallois de Merlin. Donc, est-ce qu'on va se retrouver aussi avec des légendes arthuriennes? Vous savez que j'adore les légendes arthuriennes, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et celui-ci, j'en ai entendu parler, je ne sais plus où, mais je me suis dit, ça paraissait tellement étrange, bizarre, que je ne pouvais pas passer à côté. C'est Les Esselés de Victor Lavallée chez Actes Sud, Exofiction. C'est une nouvelle collection, je n'ai jamais fait attention. Ça a l'air très très étrange parce qu'on va suivre une jeune femme qui apparemment a un pouvoir. Et ce pouvoir a causé la mort de ses parents. Alors on est en 1915, du coup elle est obligée de fuir la Californie. Mais elle se balade tout le temps avec une malle fermée à clé. Je ne sais pas ce qu'elle a dans cette malle. Je sais pas. Je veux savoir ce qu'il y a dans cette malle. En fait, je crois que c'est ce qui m'a fortement donné envie de lire ce roman. Et aussi le côté, elle a sûrement un pouvoir puisque elle a tué ses parents, je pense, sans le faire exprès. Mais elle va devenir une de ces esselées souhaitant profiter des Homestead Act, une série de lois passées par le gouvernement des États-Unis pour faciliter l'accès de la population américaine à la propriété. Mais Adélaïde n'est pas aussi seule qu'il y paraît. Quant au monstrueux secret qu'elle tente désespérément de contenir, il pourrait bien être la clé de sa survie dans ces terres hostiles. Conçu par un maître contemporain du fantastique. Alors, je ne connais pas du tout Victor Laval. Oui, c'est Laval. Qu'est-ce qu'il a écrit? La balade de Black Tom. Ah, chez Le Bélial. Effectivement, Le Bélial, c'est plutôt du fantastique. Bon, il n'y a rien de noté de plus. J'avoue que cette histoire de, effectivement, cette jeune femme qui se retrouve sur les routes en 1915, qui a un pouvoir caché, puis avec une malle, ça paraît tellement étrange que je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, ça c'est pour mes derniers achats. Je vous laisse ici. Bon, je viendrai clôturer le vlog, soit en vous donnant mes dernières lectures, soit en vous... Je pense pas que... Alors j'attends une commande de chez La Bourse aux Livres, mais la Bourse aux Livres c'est complexe en ce moment. C'était un peu long à arriver. J'avais un message comme quoi ma commande était arrivée et sinon il fallait le signaler. Oui, sauf que j'ai pas de commande. Alors il a fallu que j'essaie de les contacter. Vous voyez, ça prend toujours du temps. Ils répondent pas tout de suite, il faut relancer. En fait, apparemment, ils ont changé, je pense, de lieu. Et le colis, il a été remis très tard. Et normalement, je devrais le recevoir au plus tard le 8 août. Ça fait quand même, je pense, 2 semaines que j'ai... On est le 24. C'est ça, on est le 24? On est le 24. Ça fait quand même 2 semaines que j'ai commandé le... Je pense, au moins 2 semaines. Si c'est pas plus. Donc ça va mettre un mois à arriver. Enfin, c'est un peu casse-pied en ce moment. Ça, puis les erreurs, il m'avait envoyé le mauvais livre. Du coup, j'ai pas lu le livre que je voulais et je me retrouve avec un livre qui m'intéresse pas. En façon, c'est pas trop gênant, je pourrais le revendre. Mais ou le mettre en boîte à livres. Mais l'autre, c'était dommage, il était vraiment à prix intéressant. Et bah du coup, je l'ai dans l'os. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué avec eux en ce moment, c'est un peu casse-pied, et je pense qu'ils ont des problèmes de transporteurs, mais aussi le fait d'avoir changé de lieu, mais à ce moment-là, ils devraient prévenir les gens avant, quoi, ce serait beaucoup plus simple. Mais bon, voilà, donc je vous tiens au courant de mes prochaines lectures et de mes prochaines réceptions s'il y en a d'autres. Et puis je vous dis à très bientôt, bye bye. Hello, on se retrouve, nous sommes le mardi 30 juillet, vous pardonnerez ma tête complètement éclatée, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou les enfants qui ils sont fatigants, mais voilà, je suis crevée, c'est dur. C'est dur. Et voilà, je viens pour clore le vlog parce que sinon je pense qu'il va durer trop longtemps parce que j'ai 2 lectures de finies, 2 ou 3, je ne sais plus par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois. 2, je pense, au moins 2. J'en ai commencé une autre. J'ai eu des réceptions, donc ça va faire trop long si
Je vous mets tout ça en même temps. Vous étonnerez pas non plus de la lumière électrique. Nous ne sommes pas le soir, hein. Il n'est pas encore tout à fait midi, je crois, pas encore tout à fait midi. Mais il fait tellement chaud dehors qu'on ferme les volets, quoi. Tellement c'est... Voilà, on va repartir dans des chaleurs intenables et ça va craquer encore une fois. Ça va tourner à l'orage. Mais en même temps, des fois, on a envie de cet orage parce qu'il fait trop chaud et on peut rien faire. Donc, ouais, vive le soleil, mais à petite dose quand même, quoi. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez lu bah, le bâtard de Kosigan, parce que l'autre dont je vous ai parlé n'est pas encore sorti à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain reading vlog. Bye bye!